Bonjour tout le monde, vous voyez, j'ai toujours pas complètement retrouvé ma voix, mais c'est en bonne voie. Alors merci aux nouveaux venus, les vidéos sur le Japon intéressent, il y a de la curiosité pour en savoir un petit peu plus. Moi je considère ces vidéos sur ma chaîne YouTube comme un complément de ce que je peux faire par ailleurs dans les médias, donc que ce soit sur les antennes de Radio France, France Inter, France Culture, France Info, ou bien dans Libération, ou encore dans Le Point. Un complément d'information parce que je sais très bien qu'on a un temps et une place limitée dans les médias et que parfois on ne peut pas donner certains détails qui pourtant pourraient avoir leur importance, en tout cas pour les curieux. Voilà, allez sur YouTube et écoutez des journalistes raconter un petit peu les coulisses, raconter un petit peu tous les détails qu'on ne peut pas forcément donner dans les articles. Peut-être que c'est important, en tout cas ça fait partie, je considère, de mon métier. Donc j'ai un peu de temps cette semaine, donc je fais un peu plus de vidéos que d'habitude. Je ne garantis pas de maintenir ce rythme à l'avenir. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la dénatalité. Alors, la dénatalité au Japon, évidemment, vous en avez déjà entendu parler. Chaque fois qu'on parle de dénatalité dans le monde, on prend l'exemple japonais. Alors, mais pour le coup, c'est justifié, en fait. C'est vrai qu'il y a des dénatalités, un phénomène de dénatalité dans beaucoup d'autres pays, la France depuis quelques années, la Corée du Sud, l'Italie, etc. Donc ça n'est pas propre au Japon. Néanmoins, le Japon a des spécificités, des particularités qui le vaut la peine de souligner, parce que d'ailleurs ça peut être utile pour les autres pays. La première particularité de la dénatalité au Japon, c'est qu'elle est ancienne, elle n'est pas nouvelle du tout. Elle date des années 70-50 ans. Depuis que je suis au Japon, depuis 25 ans, je fais des sujets sur la dénatalité, je fais des sujets sur les causes de la dénatalité, l'ampleur de la dénatalité, les mesures contre la dénatalité, etc. Donc c'est un sujet récurrent et ça s'explique. 50 ans de dénatalité, c'est quand même quelque chose qui se voit dans les chiffres. Je vais vous donner un exemple. La proportion des enfants de moins de 15 ans dans l'ensemble de la population, elle est actuellement de 11% seulement. 11% de la population a moins de 15 ans, plus de 30% à plus de 65 ans. Ça vous montre la différence. Ensuite, cette population de moins de 15 ans, la part de cette population n'a cessé de diminuer depuis 55 ans. 55 ans de réduction de la proportion des moins de 15 ans dans la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui sont enfants actuellement seront très peu nombreux. Donc même s'ils font des enfants, ça n'en fera jamais assez pour inverser la tendance. Et on vit déjà ça. En fait, 50 ans de dénatalité, ça veut dire qu'on en est à plusieurs générations de dénatalité. Et ça veut dire que si on prend par exemple l'indicateur de fécondité, l'indice de fécondité, en gros, pour résumer, même si c'est un peu plus complexe que ça dans la réalité, c'est le nombre moyen d'enfants par femme. Actuellement, il est de 1,15 enfants par femme. Au Japon, il est de 1,6 en France, mais il est pire en Corée du Sud, il est de 0,75%. Et pourtant, la dénatalité est pire au Japon qu'en Corée du Sud. Pourquoi? Parce qu'au Japon, la dénatalité, elle est vraiment devenue structurelle. C'est-à-dire que même si les femmes en âge de procréer à l'heure actuelle se mettaient à faire plus d'enfants, eh bien globalement ça ne changerait pas grand-chose parce que le nombre de femmes en âge de procréer est insuffisant. Et donc on a reproduit ce schéma d'année en année où le nombre de femmes naissantes est de plus en plus bas. Donc, quand elles grandissent et qu'elles arrivent à l'âge elles-mêmes de procréer, elles sont de moins en moins nombreuses. Donc ça, c'est un élément. Et ce qui traduit encore ça, c'est le nombre d'enfants qui naissent par an. Par exemple, en France, l'année dernière, en 2024, donc, sont nés 660 000 enfants. Au Japon, 686 000. Il y a très peu d'écart. 26 000 enfants d'écart entre la France et le Japon, alors même que la population française est quasiment 2 fois inférieure à la population japonaise. Ça vous montre cette ampleur de la dénatalité au Japon parce qu'elle s'est étendue sur plusieurs années. Alors, une dénatalité qui s'étend sur plusieurs décennies, en fait, elle n'a pas toujours les mêmes causes. Évidemment, les causes évoluent aussi en même temps que la dénatalité. Alors la cause la plus visible, la plus mentionnée, la plus citée même par les intéressés, c'est la cause économique. Si on n'a pas assez d'argent pour avoir des enfants, ou en tout cas pas plus d'un, etc. Donc ça c'est fondamentalement c'est pas faux, mais c'est pas la seule cause.
Pourtant, les politiques économiques se sont toujours axées là-dessus, sur les moyens financiers. Donc, les aides sont amplifiées d'année en année. Il y a de plus en plus d'allocations pour les enfants, etc. Le problème, c'est qu'elles sont concentrées, ces allocations, sur la petite enfance, c'est-à-dire les premières années de vie de l'enfant, et que le coût réel des enfants pour les parents, c'est pas les premières années qu'il est le pire, c'est bien après, c'est au collège, au lycée, et a fortiori quand l'enfant devient étudiant. Et ça, les pouvoirs publics n'ont pas l'air de l'avoir compris, continuent de concentrer les aides sur la petite enfance, les 3-4 premières années, parfois un peu plus loin. Maintenant, bon, on va presque jusqu'à 15 ans, et c'est déjà un bel effort, c'est déjà bien. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et de manière cynique, on pourrait se dire, ils veulent juste que des enfants naissent et après les parents se débrouillent. C'est vrai que les politiques jusqu'à présent, elles ont un peu donné cette image-là. Donc il y a un effort à faire pour rassurer les parents au-delà des premières années de vie de leur enfant, leur dire, on vous accompagne jusqu'à ce que votre enfant quitte le foyer familial. Pour l'instant, ça n'est pas fait au Japon. L'autre chose, c'est qu'il n'y a pas d'aide de type loyer, pour le loyer. Donc, par exemple, un couple qui a un enfant, qui en voudrait un deuxième, se dit que s'il en a un deuxième, il va devoir déménager, mais qu'il n'a pas les moyens de déménager, ou qu'il n'a pas, pour d'autres raisons, la possibilité de déménager parce qu'il a acheté un appartement, par exemple, et qu'il est toujours en train de le payer, et que revendre un appartement au Japon, c'est pas le revendre plus cher qu'on l'a acheté en général, mais le revendre moins cher. Donc, c'est une perte sèche, et donc, c'est pas possible. Et il n'y a pas d'aide au loyer, il n'y a pas d'aide suffisante au logement pour les parents qui souhaiteraient agrandir la famille et qui donc auraient besoin de plus d'espace. Et ça, c'est aussi un problème. Bon, ensuite, les causes. Alors, la cause économique en est une, bien sûr. Ensuite, la cause, c'est souvent le statut des femmes. Les femmes japonaises savent très bien une chose, c'est que même aujourd'hui, il va falloir choisir entre être une mère avec 1 ou 2 enfants ou être une femme qui mène une carrière. Ça reste un choix à faire, c'est-à-dire les deux demeurent encore au Japon malheureusement relativement incompatibles. Alors il y a des exceptions, vous allez trouver des femmes qui font carrière et qui ont des enfants, mais très souvent en fait c'est pas possible et les femmes savent quand elles ont un enfant que c'est elles d'abord qui vont devoir s'en occuper et s'en occuper hors le temps scolaire, mais avant l'école, après l'école, avant la crèche, après la crèche, il n'y a pas beaucoup de souplesse, pas beaucoup de liberté. Donc, une femme qui a été célibataire jusqu'à l'âge de 25, 28 ou 30 ans, elle sait ce que c'est le temps pour soi, l'argent pour soi, le plan de carrière, la liberté. Et si elle décide de se marier, avoir des enfants, elle sait qu'elle va perdre l'essentiel de tout ça. Et ça, de moins en moins de femmes sont prêtes à se dire « moi je vais abandonner tout ça pour devenir mère ». Même si elles ont un désir d'enfant, elles vont y réfléchir à 2 fois parce qu'elles savent qu'elles vont être privées d'un certain nombre de choses. Mais malheureusement, pourquoi ça n'apparaît pas dans les statistiques, les enquêtes d'opinion, ni même dans les argumentaires du gouvernement? Parce que cette attitude-là de se dire « je ne veux pas d'enfant parce que finalement… » ça va me priver d'une certaine liberté, c'est presque indicible dans la société japonaise, c'est trop perçu comme égoïste. On a eu des réflexions d'hommes politiques japonais pour moins que ça. Donc en fait, quand un institut de sondage interroge une femme sur « voulez-vous des enfants, pourquoi n'en avez-vous pas ?» etc., la réponse la plus simple, la plus facile, la plus directe, c'est de dire « j'en ai pas les moyens ». C'est une charge financière, etc. La réalité, elle est sans doute un petit peu plus compliquée. Celle-là, elle n'est pas suffisamment traitée, en fait. Elle n'est pas suffisamment analysée, pas suffisamment traitée. Donc, cause économique, cause sociologique. J'ajouterais, moi aussi, une cause technologique. L'arrivée du smartphone a considérablement modifié les rapports humains, l'attitude des gens dans les lieux publics, dans les entreprises, etc. Beaucoup de gens passent beaucoup de temps seuls sur leur smartphone, s'isolent des relations humaines. Vous allez me dire, ça n'est pas propre au Japon. Je vais vous répondre simplement, le Japon est davantage touché parce qu'il a été précurseur. Il a été précurseur parce qu'à partir de 1999, on a vu naître ce phénomène dans les transports. J'ai toute une série de photos qui datent de 2000 où on a déjà tout le monde qui regarde l'écran de son téléphone dans les trains. Et ça, vous n'aviez pas les mêmes scènes en France à l'époque. Donc, ça arrive dans les autres pays, mais le Japon a quand même été
des précurseurs là-dessus. Et donc, le Covid a en plus accentué cette attitude à l'isolement. Et donc, l'isolement, ça veut dire on rencontre moins de personnes, même si l'outil de communication qu'est le smartphone est censé favoriser les rencontres, les contacts. Il les favorise d'une certaine manière par les sites de rencontres, mais c'est pas là forcément qu'on fait les meilleures rencontres. Et peut-être pas les rencontres qui vont aboutir jusqu'au mariage. Et au Japon, le mariage est un préalable à la naissance des enfants. Il y a très peu d'enfants qui naissent hors mariage. Donc en fait, il y a vraiment des étapes, des haies très hautes à passer. La première, c'est la rencontre. La deuxième, c'est le mariage. Et ensuite, c'est l'enfant. Et donc, c'est très compliqué. C'est devenu très compliqué dans la société japonaise. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que soit le Japon accepte de voir sa population non seulement se réduire, mais vieillir encore plus. C'est pas simplement se réduire, une population qui se réduirait, à la limite, c'est pas très grave si elle a une structure qui lui permet d'être viable. Le problème de la population japonaise, c'est qu'elle est déjà vieille. Si vous regardez la pyramide de la population japonaise, vous le voyez, vous regardez la pyramide française et vous verrez que c'est très différent. Donc, la structure de la population actuelle ne lui permettra pas d'être viable si ça continue ainsi. La diminution seule l'aurait permis, mais diminution plus vieillissement accéléré, ça fonctionne mal. La réponse des pouvoirs publics à ça, c'est on va s'en sortir, non pas avec l'immigration qui pourrait être une solution, mais le Japon n'en veut pas, mais on va s'en sortir avec les technologies. C'est paradoxal parce que je viens d'expliquer que des technologies avaient favorisé la dénatalité, mais on va miser sur elles pour résoudre le problème. Donc on va miser sur l'intelligence artificielle alors qu'on sait même déjà que certains préfèrent un interlocuteur intelligence artificielle à un interlocuteur humain, ce qui facilitera pas les naissances. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc l'intelligence artificielle et les robots pour pallier le manque de main-d'œuvre, permettre à la société de continuer à fonctionner malgré des personnes âgées en très grand nombre, faire en sorte que ces personnes âgées en très grand nombre puissent travailler le plus longtemps possible, être des agents économiques le plus longtemps possible, dans la meilleure santé possible. Ça veut dire aussi qu'on va mettre au service de la société plus âgée une part croissante de la société jeune. Pour les infrastructures, etc. Donc, confier à l'intelligence artificielle, aux robots, la partie ingrate du travail, maintenir les personnes âgées dans un environnement qui leur convienne le mieux, qui les accompagne le plus longtemps possible, et puis demander aux jeunes d'être là aussi au service, quelque part, des générations supérieures, plutôt que d'être au service de leurs propres enfants, qui n'auront de moins en moins d'ailleurs. Donc c'est quand même une équation qui est assez difficile à résoudre. Et puis si on veut même pousser le bouchon plus loin, il va falloir à un moment donné inventer une intelligence artificielle qui soit elle-même capable de développer des intelligences artificielles plus intelligentes qu'elle-même, des robots plus intelligents qu'elle-même, parce qu'il n'y aura pas assez de jeunes pour développer les intelligences artificielles dont on aura besoin. Ce ne sont pas les personnes de 80 ans qui vont les développer. Donc je pousse le scénario assez loin en fait, mais c'est pour montrer à quel point ce scénario est un impensé en fait actuellement au Japon, où la seule étape qu'on a franchie dernièrement, c'est de se dire la population ne rajeunira pas, ne augmentera pas, donc faisons en sorte que ceux qui veulent avoir des enfants puissent en avoir le mieux possible, et puis pour les autres, tant pis, et puis que l'atterrissage se fasse le plus lentement possible, un soft landing au lieu d'être un hard landing. J'ajoute un paramètre quand même, c'est que la baisse de la population au Japon est impressionnante et la baisse des naissances est si impressionnante aussi que par rapport aux prévisions qu'on faisait, on devait arriver à moins de 700 000 enfants par an en 2039. On y est arrivé en 2024. C'est-à-dire que la chute des naissances a 15 ans d'avance sur les prédictions. Ça montre aussi là à quel point la crise de dénatalité est grave au Japon et dépasse ce qu'elle peut être ailleurs. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je pourrais parler 2 heures sur la dénatalité tellement c'est un sujet, mais j'aurai sans doute des commentaires, des questions supplémentaires qui me permettront de faire une vidéo complémentaire dans un avenir plus ou moins proche. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui.